numéro de votre magazine, le magazine de la rédaction de Digital Congo Entretien. Un nouveau numéro pour parler actualité, et cette fois avec un député national. Pas le moindre, il est connu de tous, vu surtout son expérience politique ici en République démocratique du Congo. Il est élu dans la capitale congolaise Kinshasa, dans le district de la Lukunga. Il est dans l'opposition, en tout cas il nous dira si c'est le cas ou pas. Chérubin Okende est notre invité, bienvenue à vous. Merci beaucoup, cher ami. Alors vous êtes député national d'Ensemble pour le changement, Ensemble pour le changement qui est une plateforme politique appartenant à l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui est un homme politique aussi très connu ici en République démocratique du Congo. Vous êtes élu à Kinshasa, district de la Lukunga. Première question, est-ce que Ensemble pour le changement est toujours dans l'opposition politique? Ça dépend de la dynamique politique. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que notre microcosme politique est en train de subir des mutations. C'est à l'issue de ces mutations que nous aurons à nous déterminer si oui ou non c'est l'opposition. En fait, c'est des postures, postures par rapport à l'agencement du pouvoir. On fait de la politique pour la conquête du pouvoir et nous avons choisi dans notre pays d'être un État de droit démocratique. Et donc, on doit respecter les règles du jeu d'un État de droit pour se déterminer. Donc, aujourd'hui, la dynamique politique est en train de changer par les événements que vous connaissez et j'espère bien que ça pourra faire aussi la trame de notre émission. Donc, au finish, nous aurons finalement à nous déterminer parce que le jeu politique n'est pas un jeu de chauve-souris, mi-animal, mi-oiseau. Non, pas du tout. Il arrive des moments où on doit se déterminer. Être dans l'opposition, cela veut dire ne pas participer au pouvoir. Et ceci se dit en vertu de l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition. Lorsque on participe au pouvoir, on collabore d'une manière ou d'une autre avec le pouvoir en place, dans la mise en œuvre d'une vision, là on ne peut plus se targuer d'être de l'opposition. Alors, actualité oblige, on va parler de la déchéance du gouvernement ici en République démocratique du Congo. Vous êtes l'initiateur de la motion de censure à l'endroit du gouvernement Ilunkamba. C'est le premier gouvernement de l'après-alternance à la tête de notre pays. Non seulement vous êtes à l'initiative, mais on vous a vu au four et au moulin dans le processus de cette déchéance jusqu'à ce que cela arrive. En tant qu'initiateur de la motion, pour rappel, en quelques mots, qu'avez-vous reproché au gouvernement Ilunkamba? En fait, pour mieux circonscrire la problématique de cette motion, il faut remonter à la présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Il vous souviendra que les dispositions constitutionnelles imposent au gouvernement, pour son investiture, de présenter le programme à l'Assemblée nationale. Il pourra aussi vous souvenir, si vous aviez couvert, si votre chaîne avait couvert l'investiture du gouvernement, la présentation d'abord du programme du gouvernement. Je suis parmi les députés de très bonne foi qui avions examiné le programme du gouvernement et avons formulé nos recommandations et observations au gouvernement, au Premier ministre. Moi, en l'occurrence, j'avais relevé des incongruités dans ce programme en disant au Premier ministre, si vous ne prenez garde, si vous ne corrigez pas, votre programme restera illusoire. Vous n'allez rien faire, au contraire, par rapport aux acquis de vos prédécesseurs, le pays va régresser. Rappelez-vous donc le oui incongruité que j'avais relevé à l'intention du Premier ministre et de son gouvernement. Mais nous étions dans une configuration mécanique. Nos compatriotes de l'ancienne majorité FCC Cash ne faisaient qu'applaudir. Même si vous dites des choses pertinentes, ils ne vont pas vous suivre. C'est pour cela que nous sommes arrivés à une investiture artificielle du gouvernement sans pénétrer le problème de fond, qui pouvons faire en sorte que le programme du gouvernement soit un programme qui incarne réellement les préoccupations du peuple et retrace les voies et moyens pour répondre à ces préoccupations du peuple. À partir de ce moment-là, fondé par le principe de la redevabilité, je me suis donné un rendez-vous avec moi-même. Je me dis, pour être digne d'être représentant légitime du peuple,
je dois exercer le contrôle parlementaire, c'est-à-dire suivre le programme du gouvernement et initier des actions pour interpeller le gouvernement, les membres du gouvernement et poser des questions très pertinentes en connaissance de cause. J'ai commencé à passer au crible les actions de tous les ministres dans tous les volets qui sont contenus dans ce programme-là. Bon, malheureusement, avec cette majorité mécanique, numérique que je venais d'épingler, qui sont pour, qui sont contre, hein, c'est un peu l'allégorie péjorative que nous donnons à une majorité mécanique. On ne nous donnait même pas accès au contrôle parlementaire. C'est parmi les griefs qu'on a apportés au bureau sortant de l'Assemblée nationale. Et tout ce que nous initions comme contrôle parlementaire n'aboutissait pas. Et finalement, nous en sommes arrivés à l'interpellation, ou enfin à rédiger cette motion de censure, compte tenu aussi du fait que, bon, ça ne marchait pas dans la coalition FCC-Cash. Au lieu de gérer la République, ils se sont toujours perdus dans des querelles byzantines, pendant que la situation sécuritaire, à l'est du pays notamment, continuait à se déprécier, même à Kinshasa. La quiétude de mes compatriotes, dans ma circonscription, était toujours troublée. Vous ne pouvez pas passer dans la Lukunga 48 heures sans qu'on ne vous appelle qu'il y a eu des brigands, des voleurs à main armée qui troublent la quiétude de nos compatriotes, des situations comme cela. Dans les grandes villes, Lubumbashi, Goma, Bukavu, j'en passe. Les questions de sécurité se posent avec beaucoup d'acuité. Nos frontières sont restées poreuses. Des forces étrangères pouvaient venir faire leur promenade de santé dans le pays. Et pourtant, dans ce volet de sécurité, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba avait pris l'engagement de tout mettre en œuvre, même de créer, équiper des brigades d'élite pour que très rapidement on puisse éradiquer les poches d'insécurité et restaurer une paix durable sur toute l'étendue de la République. C'était une défaillance en faisant cette évaluation. Vous conviendrez avec moi que je ne fabrique rien. La porosité de nos frontières, le non-respect de notre intégrité, non-protection de notre intégrité territoriale, des morts, des tueries qu'on continue à plaindre. Des problèmes qui ne sont pas d'aujourd'hui. À plaindre à l'est du pays. Pas d'aujourd'hui, mais nous avons la responsabilité d'État. Si ça n'a pas marché hier, on ne peut pas aujourd'hui se trouver des justifications pour dire que nous ne pouvons rien faire, que ça ne marche pas. Nous allons dire hier ça n'a pas marché. Là, c'est manquer l'envergure ou l'engagement d'homme d'État. Et surtout que cela a été pris comme engagement dans le cadre du programme du gouvernement portant son investiture. On a l'obligation du résultat. On a la redevabilité. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan diplomatique, la même chose. Sur le plan de l'état de droit, c'est-à-dire la démocratie, comment on poursuit la construction démocratique dans notre pays. Beaucoup de failles. Économie, finance, bon, surtout sur le plan financier, le Premier ministre avait promis de tout faire pour éradiquer la fraude fiscale et l'évasion fiscale, tout faire pour canaliser les recettes de l'État dans les caisses de l'État, au Trésor public, pour permettre de soutenir la vision qu'ils avaient à travers le programme du gouvernement. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Bon, on aura prétexté aussi Covid, parce que c'est une pandémie qui est venue aussi déséquilibrer le monde, pas simplement le Congo, mais des gouvernements très prévenants avaient pris des dispositions, des mesures pour essayer, avaient pris des mesures anticipatives, pour essayer de mieux encadrer et amortir le choc. Le Premier ministre lui-même avait annoncé des mesures qui devraient permettre à l'économie congolaise de résister, donc beaucoup plus de résilience face au retournement de la conjoncture internationale. On n'a rien vu de tout cela. Cela veut dire que la situation économique continue à péricliter, avec comme conséquence le dépérissement de la situation sociale. Il a promis la création d'emplois. On n'a pas vu. Les Congolais continuent à mijoter dans le chômage de masse, des salaires de misère. Et alors tout cela doit interpeller le représentant du peuple,
pour que nous puissions demander au Premier ministre, lui formuler ce que nous appelons nos griefs, nos observations, quitte à lui de pouvoir s'expliquer. Voilà la trame de cette motion de censure. Elle ne sort pas du programme du gouvernement. Si vous, comme vous l'avez suivi d'ailleurs, c'est tous les aspects contenus dans le programme du gouvernement qui ont été repassés à peigne fin. En plus, depuis 2019, lors de la présentation du programme du gouvernement, j'avais demandé au Premier ministre d'avoir un chronogramme. C'est un programme quinquennal, mais on doit savoir, avoir de repères annuels pour savoir cette année qu'est-ce qu'on s'assigne comme objectif. Le Premier ministre d'ailleurs avait répondu à Chérubin Okende en disant que non, ces repères-là que vous demandez, vous le trouverez dans le budget. Le budget qui est annuel. J'avais attendu le budget 2020. Vous savez ce qui est arrivé avec le budget 2020? Le Premier ministre et son gouvernement avaient prévu environ 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Mais un temps après, ils ont capitulé. On est allé dans les 5 milliards. Or, dans son propre discours-programme, il avait fustigé de manière verte le fait qu'un pays comme la République démocratique du Congo ne doit plus rester dans ces carcans réductionnistes d'un budget de 5 milliards de dollars. Donc c'est dérisoire. Mais on n'invente pas un budget. Ça, vous êtes député national, vous êtes dans l'élaboration de lois, vous savez comment constituer un budget national. On ne peut pas inventer 10 milliards, 11 milliards pour plaire peut-être à quelqu'un alors que l'économie ne permet pas ou les réserves ne les permettent pas. Ça, vous le savez. Peut-être que le terme inventé n'est pas approprié, mais le gouvernement, dans la vision qu'il a, doit traduire cela par des outils de gestion que le budget. Ça traduit les ambitions de l'État dans la gouvernance, que l'on s'assigne, qu'on se dit, nous devons atteindre tel objectif. Et on doit se donner des moyens d'atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que le budget a toujours été présenté en équilibre entre les recettes et les dépenses. C'est-à-dire, vous-même, vous allez éprouver votre capacité de mobilisation de recettes. Ce n'est pas que vous allez inventer. C'est votre ingéniosité, votre management de l'État qui pourra vous montrer que dans tel secteur, nous pouvons créer de la richesse. Dans tel autre, nous pouvons mieux exploiter pour que nous alimentions nos ambitions d'investissement notamment. Ce n'est qu'un aspect. Et dans la présentation de son programme, le Premier ministre, de bonne foi, avait cette ambition-là. Mais malheureusement, il ne s'était pas entouré de mesures concrètes pour mobiliser les recettes et être à la hauteur des ambitions en termes de dépenses. C'est cela le hic. Alors, à vous croire, depuis l'investiture du gouvernement, qui est intervenue, si je ne me trompe pas, 9 mois après l'investiture du chef de l'État, vous avez été au suivi des actions du gouvernement pour vous rassurer surtout que vos recommandations présentées lors de cette plénière d'investiture au chef du gouvernement étaient en application. Alors, pourquoi avoir attendu 15 mois et peut-être pas intervenir à 10 mois? Je pense que les téléspectateurs nous ont suivis. J'ai ici fustigé le fait que le bureau, bon, j'aime pas personnaliser les institutions, le bureau qui était géré par l'honorable Mabunda faisait obstruction au contrôle parlementaire. Il y a des ministres, des infrastructures ou encore beaucoup de ministres contre lesquels nous avions initié des actions de contrôle parlementaire, mais qui étaient toujours étouffées. J'ai même de preuves, de notes, questions orales, questions écrites avec débat et tout, questions orales avec débat, mais qui étaient freinées et demandées à la plupart des honorables députés qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Ils vous diront que non, il y avait obstruction totale tant au contrôle parlementaire régulier, surtout quand on sent que cette initiative est sérieuse. Bon, il y avait ce protectionnisme de courant de partisanerie politique, puisqu'ils sont de la majorité et que les ministres de leur propre majorité, il faut les protéger. Or, cela tranchait avec la logique institutionnelle, le principe ou la règle de la séparation de pouvoir. Nous pouvons être d'une même famille politique, mais si vous êtes dans l'exécutif, moi je suis dans le législatif, je suis député national avec comme prérogative de contrôler le gouvernement pour rendre service à la République. Je dois vous contrôler. Et c'est vous avez ce droit-là. Nous avons ce droit, cette prérogative constitutionnelle. Et c'est ce qui va permettre aux gens
d'être très regardant sur les principes de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Et on nous a habitués par le copinage, par la plaisanterie finalement, pour ne pas exercer le véritable contrôle parlementaire. Voilà où nous sommes. Donc pour revenir à votre question, nous n'avions pas attendu 15 mois, nous n'avions pas attendu 2 ans après. Pas du tout. Nous exercions cela, mais l'environnement dans lequel nous évoluions avec l'ancien bureau de l'Assemblée nationale ne nous permettait pas d'exercer correctement le contrôle parlementaire. Dans sa correspondance, lorsque le chef du gouvernement est revenu de la province du Haut-Katanga, il a adressé une correspondance au président du bureau d'âge pour répondre notamment aux préoccupations des députés nationaux motionnaires, dont vous, sur cette motion de censure. Il a notamment, le chef du gouvernement, évoqué le fait que ça, c'est pas à ignorer, que la Covid-19 n'a pas non plus aussi facilité les choses. Le gouvernement est investi aux alentours de septembre 2018, mars 2019 déjà. On a officiellement investi en 2019 septembre. Mars 2020, on a déjà officiellement la Covid déclarée le 10 mars par le chef de l'État. Cela n'a pas non plus permis au gouvernement de mettre en place quelques actions et répondre aux préoccupations du peuple. Écoutez, cher ami, j'ai beaucoup de considération pour le professeur Sylvestre Ilunga Ilunga. Mais la vérité est que j'ai l'impression qu'il était très mal entouré et très mal conseillé. Même la note à laquelle vous faites allusion, elle est trop ambivalente. Au même moment que le Premier ministre dit qu'il n'a pas à répondre à un bureau d'âge, mais il répond quand même. Il répond, mais malencontreusement. Il aurait fallu avoir un peu d'humilité d'homme d'État, de venir, d'expliquer que non, selon moi, tout ce que vous avez allégué n'est pas juste à cause de ceci, cela. Mais il était vraiment pris en otage par certains turiféraires du PPRD qui ne voulaient pas faire avancer le débat, qui criaient tout haut à l'illégalité, les irrégularités. Vous pensez que le chef du gouvernement ne peut pas décider seul lorsqu'il ne se présente pas? L'idée ne vient forcément pas des collaborateurs. Je voudrais vous démontrer ici que sa démarche était ambivalente et vraiment pas correcte d'un homme d'État à ce rang-là. Parce que l'ambivalence, c'est quoi? C'est de dire une chose et son contraire à la fois. Et je suis prêt à vous le démontrer. On dit que le bureau d'âge ne peut pas saisir le Premier ministre. Que l'Assemblée nationale, avec un bureau d'âge, ne peut pas examiner une motion de censure. Qui est un bureau provisoire et qui a la charge principale de traiter les affaires courantes. Heureusement que dans le communiqué, je crois d'hier ou avant-hier, le Premier ministre a reconnu cette compétence à l'Assemblée plénière. C'est parce que nous avions démontré qu'en vertu de l'article 23, point 26 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la compétence d'examiner une motion de censure, notamment, revient à l'Assemblée plénière. Peu importe la qualité du bureau, ça peut être un bureau provisoire, un bureau définitif ou un bureau d'âge, cette compétence ne revient pas au bureau. C'est l'Assemblée plénière qui est souveraine. Et là, nous n'inventons rien. Mais pourquoi n'avoir pas attendu carrément l'élection Mon au cher niveau ami, du bureau mais pourquoi pour le faire après? S'il vous plaît, si ce n'est pas irrégulier, si ce n'est pas illégal, pourquoi vous voudriez qu'on attende? Vous n'êtes pas sensible vis-à-vis ou face à la misère du peuple congolais. Nous avons un gouvernement qui a fait plus de 10 semaines, donc 14 semaines ma foi, sans conseil de ministres. Cela veut dire, vous devez vous poser des questions, comment l'État est géré dans pareille crise. Ce n'est pas dû aux députés Chérubin Okende. Nous constatons que le pays va mal, l'exécutif fonctionne très mal. Alors, vous voudriez que nous attendions encore? Pendant qu'on continue de tuer les Congolais à l'Est, on continue de constater que nous ne sommes pas gouvernés. Non, la responsabilité d'État devrait nous emmener à transcender un peu toutes ces frustrations personnelles pour voir la raison de l'État de la République. C'est ce que nous avons privilégié. Et je pense que si le Premier ministre était bien encadré, bien conseillé, il aurait dû prendre de la hauteur, exciper de ses moyens de défense, parce qu'au fait, ce que nous avions dit,
C'était des griefs, bien entendu. Mais lorsqu'on appelle à un état de droit, on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Donc l'occasion lui donner de venir devant la plénière de l'Assemblée nationale, donner ses moyens de défense, ses explications, c'était son droit. Vous êtes sûr que c'est pas mais une lui-même, y a renoncé. Pourquoi? Parce qu'il y a certains turiféraires du PPRD qui a allégué autre chose. Vous avez suivi, parce que je n'invente rien. Vous avez suivi. Et c'est fort malheureux, parce que, bon, c'était à lui. Eux pensaient que si le Premier ministre ne vient pas, ne se présente pas, ils vont bloquer la machine. Leur intention, c'était de jouer à des dilatoires pour que le délai de la session extraordinaire puisse passer, parce que lors de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, le 10 décembre, nous étions à quelques 5 jours de la fin de la session de septembre. De la session de septembre. Bon, il se disait, le bureau déchu pouvait gérer les affaires, expédier les affaires courantes, et ils auraient même jusqu'au mois de mars pour faire ce que je ne veux pas dénoncer ici. Bon, nous avons dit, gérer l'État, c'est prévenir aussi. Il fallait parer au plus pressé. Voilà pourquoi il y a eu le bureau d'âge. Et le bureau d'âge a eu les meilleures diligences de saisir la Cour constitutionnelle pour savoir si il est habilité à convoquer une session extraordinaire et qu'au cours de cette session extraordinaire, on peut également exercer le contrôle parlementaire. Nous en sommes là. Mais dans votre démarche, même si on a comme l'impression que vous considérez de votre démarche d'une démarche parfaite, mais vu la succession des événements, la chute du bureau Mabunda, les discours du chef de l'État, la fin de la coalition, les consultations présidentielles, l'union sacrée, avec entre autres deux grands leaders de la politique qui adhèrent ou qui vont vers le chef de l'État pour parler de l'union sacrée, notamment votre leader Moïse Katumbi. Est-ce qu'il n'y a pas une motivation purement politique de vite faire les choses, chute de Mabunda, faire chuter le gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas eu une pression derrière vous? On vous dit, ben, Chérubin, vous êtes crédible, faites-le, c'est maintenant. Pression politique, en fait, motivation politique. On ne doit pas se voiler la face. Moi, je suis politique. Il y a une motivation politique dans tout ça. Motivation politique. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple, alors. Si. La politique, c'est quoi finalement? C'est ici au Congo qu'on travestit le sens de la politique. C'est l'art de gérer la cité. La cité, c'est avec le peuple. Avec si comme vision de répondre... Oui, c'est ici chez nous qu'on travestit. La politique est devenue synonyme de démagogie, de mensonge, de toutes sortes d'antivaleurs. Essayons de redonner à la politique, redorer le blason terni de la politique. J'ai toujours dit, la politique sans éthique, c'est la ruine de la société. Essayons d'y mettre l'éthique. Pour revenir à votre question, vous avez bien voulu citer Moïse Katumbi. Là également, nous n'allons pas jouer à des échappatoires. Moïse Katumbi avait partagé avec le peuple congolais une vision. Une vision par rapport à la coalition FCC Cash. En disant qu'on ne peut pas trouver deux chauffeurs, deux conducteurs au volant d'un même véhicule. On arrivera à un accident. Il a également dit un mariage contre nature engendre des monstres. Et le mariage FCC Cash était un mariage contre nature. On a vu le monstre dont ce mariage a accouché, c'est des querelles à tout moment, de gens qui sont au pouvoir, mais ne savent pas s'accorder sur l'essentiel et répondre aux préoccupations du peuple congolais. Et à partir de ce moment-là, compte tenu aussi du hold-up électoral qu'il y a eu en 2019, Moïse Katumbi a dit, nous allons faire, nous, pour le bonheur du peuple congolais, de l'opposition républicaine. Partout où ça ne marche pas, nous aurons notre courage de pouvoir dénoncer, au lieu que nous puissions être là, cyniques, figés, dans des postures qui ne font pas avancer la République, comme si l'équation personnelle devrait dominer sur l'équation de la République. Et c'est ce que nous avons fait. Toutes les actions de dénonciation en tant que députés, membres de Ensemble pour le changement, que nous avons initié à l'Assemblée nationale, c'est dans cet esprit de dire ce qui ne marche pas, nous n'allons pas tuer le Congo parce qu'il y a eu de controverses autour du processus électoral. Essayons de positiver, trouvons la sagesse du roi Salomon qui avait tranché entre deux femmes qui se disputaient un enfant.
Parce que l'usurpatrice avait bien voulu qu'on tue l'enfant. Nous ne sommes pas usurpateurs. Nous ne voulons pas la mort du Congo. Nous nous avons dit, bon, nous pouvons nous faire violence pourvu que cet enfant Congo puisse vivre. Mais nous allons... électoral, on avance. C'est pas oublier. C'est pas oublier. Transcender ne veut pas dire effacer. Nous devons nous entendre sur les termes et pour l'intérêt supérieur de la nation, nous nous sommes dit, ne nous perdons pas dans une polémique oiseuse, une polémique creuse, superfétatoire. Voyons l'intérêt du Congo. Parce qu'au fait de cela, rappelez-vous aussi en 2011, moi j'étais de la majorité de l'AMP. Il y a eu été coordonnateur, je pense, des communicateurs à un moment, en 2015. Merci, depuis 2006. Donc, ok. Mais en 2011, parce que je voulais ici faire référence à feu Étienne Tshisekedi, qui avait dit, qui s'était proclamé, autoproclamé président de la République. Rappelez-vous qu'il avait même prêté serment. Depuis sa résidence. Depuis sa résidence. Et il avait même ordonné aux forces armées de pouvoir arrêter le président Joseph Kabila et l'amener mort ou vivant. Ok. Nous nous sommes inspirés aussi de cela. Je ne voudrais pas utiliser un terme indécent à la télévision, mais c'était une sorte de jouissance personnelle, d'autosatisfaction, ok? Pendant que la réalité du pouvoir n'était pas là. Nous nous sommes dit, dans le cas d'espèce, ne commettons pas la même erreur, mais exerçons quand même les prérogatives qui sont les nôtres pour mettre ceux qui ne se seraient pas mieux comportés à l'occasion des élections, pour les mettre devant des responsabilités devant le peuple congolais. C'est ce que nous avons pu faire. Et comme vous savez, dans un bal de chauve, ceux qui se sont tendus, avec le temps, les cheveux poussent et ils sont mis à découvert. On a vu maintenant que cette coalition FCC Cash était un fiasco. Un fiasco. Et le président Félix Tshisekedi qui reconnaît que, bon, finalement, il s'est engagé dans un accord pernicieux pour la République. Et d'ailleurs, de ce point de vue, nous avons toujours considéré cet accord comme une fraude à la République. On en fait même référence dans des ordonnances du président de la République pendant que la République ne connaît pas cet accord. C'est gravissime. Donc, nous sommes arrivés à rétablir le fait que la coalition FCC Cash a totalement échoué et l'interpellation, enfin la motion de censure, n'est que la preuve concrète de cet échec-là. Alors, dans la gestion du pays, la gestion quotidienne du pays, il y a aussi la part de responsabilité du président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Lorsque vous soulevez ou vous relevez les imperfections de la gestion du gouvernement durant les 15 mois, quelle est la part de responsabilité en toute sincérité du chef de l'État ? Oui, je ne peux pas exonérer le président de la République. Il est chef de l'État, garant de notre intégrité et tout, clé de voûte de nos institutions. Mais ici, nous sommes sur le plan constitutionnel. Ok ? Nous devons nous appuyer sur les dispositions de la Constitution. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Le Premier ministre, le président de la République, malheureusement, n'a aucune responsabilité vis-à-vis de l'Assemblée nationale, même dans l'exécution du programme. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Cette responsabilité revient au Premier ministre qui est chef du gouvernement. Et c'est la Constitution qui le dit. Donc, je ne veux pas ici ergoter sur le président de la République. On devrait interpeller le président de la République pendant que la Constitution ne me donne pas cette prérogative. C'est cela. Et lorsque nous disons un état de droit, c'est le respect de règles et surtout de règles constitutionnelles, nous devons en rester là. Dans les faits, on part d'une coalition FCC Cash, une coalition considérée par beaucoup de contre-nature. On voit la responsabilité du chef de l'État dans cette coalition, on voit la responsabilité du FCC qui a un Premier ministre. Lorsque ça ne marche pas dans les faits, même si ce n'est pas dans les droits, dans les faits, il y a une part de responsabilité du chef de l'État. Même le chef du gouvernement l'a dit dans sa correspondance pour dire qu'il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 56 conseils de ministres qui ont été présidés par le chef de l'État lui-même et qui donnaient des injonctions ou qui savaient entendre ce qu'il y avait comme problème et qui pouvaient dire ce qu'il pensait et qui se traduisait en exécution, en ordre ou en instruction pour bien faire. Lorsque ça ne marche pas,
on doit le reconnaître qu'il y a aussi une part de responsabilité du chef de l'État, même dans les faits. Je vois où vous voulez m'emmener, mais je ne vais pas esquiver la question, ok? C'est bien clair. C'est bien clair que dans notre Constitution, il y a peut-être certaines dispositions qui sont des dispositions malencontreuses qu'il faudra bien extirper. Je n'invente rien. Le président de la République, même dans l'élaboration du programme, partage sa vision avec le gouvernement. Mais nulle part dans notre Constitution, la responsabilité du président de la République est engagée. Le gouvernement, nous avons un exécutif qui est bicéphale. Il y a le président de la République et le gouvernement, dont le chef est le Premier ministre. Nous n'avons pas, nous, compétence, en tant que députés nationaux, d'interpeller le président de la République. Au contraire, la Constitution lui donne le pouvoir de communiquer l'état de la nation aux deux chambres. Pendant le Congrès. Voilà, il convoque un congrès une fois par an, il peut communiquer. Et c'est unilatéral, ce n'est même pas sujet à débat. Ce n'est pas Chérubin Okende, c'est la Constitution. Donc, dans les cas d'espèce, le Premier ministre a beau se plaindre, mais est-il que dans notre Constitution, c'est ce qui se trouve. Nous pouvons imaginer peut-être de réformes, de révision, parce que ce sont des dispositions qui ne sont pas intangibles. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et dans quel sens? Même la convocation de conseil de ministres. Il y a une disposition, je crois, de l'article 76, si je m'abuse. C'est le président de la République qui convoque et préside les conseils de ministres. En cas d'empêchement, il peut déléguer ce pouvoir-là au Premier ministre. C'est la Constitution. Et c'est pour cela que, lorsque la crise s'est déclarée au sein de l'exécutif entre le Premier ministre et le Président de la République, je ne vous apprends rien. Si le Président de la République ne convoque pas et préside pas les conseils de ministres, ils ont passé, j'ai dénoncé ici, plus de 14 semaines sans qu'il y ait conseil de ministres. Mais qu'est-ce que nous avons à faire là-dedans? Ça peut nous suggérer peut-être des amendements, de la révision de certaines dispositions de notre Constitution. Ça serait faire œuvre utile. Mais en l'état, nous demander, nous, d'interpeller le président de la République. Nous n'avons aucune disposition constitutionnelle sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour faire cette interpellation du président de la République. En tout état de cause, je voudrais conclure pour ce point-là que ce qui est intéressant, c'est que Félix Tshisekedi s'est ressaisi. Lui-même a dénoncé pour dire, j'ai promis ceci au peuple congolais. Avec ce gouvernement-là, dans la coalition FCC-Cash, on ne va jamais répondre aux attentes du peuple, surtout dans le vécu quotidien. Je n'invente rien. À ce moment-là, nous, quelle pouvait être tout naturellement notre attitude? C'est de dire, voilà, il a ouvert l'œil maintenant. Il a compris et il a vu ce que nous disions et que peut-être certains compatriotes nous traitaient de mauvaise foi. Mais c'est la vérité. La vérité finit toujours par triompher. Est-ce qu'il faut voir les choses autrement? Pas pour les intérêts personnels, mais pour l'intérêt de la République. Nous croyons que oui, il faut toujours savoir comment positiver la vie d'une république, la vie d'une nation. Parce que nous risquons de rester dans des querelles byzantines pendant que notre peuple est en train de périr. Ça ne serait pas responsable en tant qu'homme d'État. Justement, qu'est-ce qu'il faudra faire dans le futur pour bien faire les choses, pour répondre aux préoccupations du peuple? L'Union sacrée, quel avenir selon vous? Est-ce un courant politique assez solide pour changer la donne ou finalement répondre aux préoccupations du peuple si FCC-Cash, la coalition, n'a pas donné au peuple ce que le peuple attendait? L'Union sacrée, selon la vision partagée, je dis bien partagée avec le président de la République, c'est que nous voulons un sursaut, un nouveau sursaut démocratique et républicain pour que nous puissions mettre au devant les intérêts du peuple. En nous accordant que le Congo est un pays scandaleusement riche en termes de ressources naturelles, mais qui est aussi un pays scandaleusement pauvre, avec des populations plus pauvres des plus pauvres de la planète. C'est un paradoxe que nous devons, dans cette nouvelle vision, combattre, anéantir, pour donner aussi la raison aux populations congolaises de pouvoir espérer, de pouvoir jouir des richesses du pays. Cette vision est partagée et de bonne foi, quiconque aime le Congo doit partager cette vision.
doit partager cette vision. Vous pensez que ça va marcher parce que... je continue la réflexion. Je vous le permets. Mais nous ne pensons pas que sans formaliser la vision, pour formater cette vision dans les applications concrètes, que ça pourra marcher. Parce qu'au fait, des bons discours ou beaux discours, il y en a toujours eu depuis la Deuxième République dans ce pays. Mais c'est la mise en application. C'est la mise en application qui fait souvent défaut. Aujourd'hui, l'engrenage dans lequel nous avons enfermé le Premier ministre et son gouvernement, c'est son programme. Reprenez le programme, le discours-programme de Sylvestre Ilunga Ilukamba. Bon, c'est un discours de très bonne foi, qui pouvait permettre de rêver. Mais dans l'application, on a vu le fiasco. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à l'union sacrée? Il faut une mise en œuvre de tout ça. Il faut encadrer tout ça. Il faut avoir aussi un cadrage d'action prioritaire. Qu'on se dit, oui, dans le contexte de cette vision, en tout cas, si nous voulons éradiquer l'insécurité, voilà des questions qu'il ne faut pas éluder. Il faut arriver à répondre à ceci. Je prends un exemple dans notre cahier des charges, dans le cahier des charges qui a été présenté au président de la République par notre leader Moïse Katumbi, sur le plan de la sécurité. Il faut agir avec beaucoup plus d'efficacité, de pugnacité, de détermination pour changer le commandement militaire, surtout dans des zones opérationnelles. Il faut changer. Il faut, tous ceux qui sont mêlés dans la corruption, le détournement de la solde des militaires, même des armes et munitions, les mettre de côté. Les mettre de côté. Tous ceux qui sont mêlés dans l'exploitation illégale, illicite de minéraux, qu'on appelle les minéraux du sang, il faut les écarter. Ça pourra permettre même à certains partenaires, certains pays, mieux nantis en termes d'armement, de pouvoir nous assister parce que ça fait blocage. Ces pays nous disent que vous entretenez vous-même le fossoyeur de votre sécurité. Ceux qui créent l'insécurité, qui sont devenus des millionnaires sous le sang ou sur le sang des Congolais, ce n'est pas normal. Alors, en prenant des mesures audacieuses comme celle-là, ça pourra permettre rapidement d'évacuer ces poches d'insécurité. Nous devons dire non à tous ces massacres qui continuent de se perpétrer à Beni, Butembo, j'en passe, en Ituri. Nous devons dire non. C'est des Congolais comme nous. Ce sont nos compatriotes qui sont en train de mourir. Être indifférent vis-à-vis de cela, je pense que c'est plus que cynique. Je sais que vous avez beaucoup à dire, permettez-moi également de poser des questions. On est en train de chuter pour cet entretien. Il y a un grand mélange au sein de l'Union sacrée. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du football. On se croirait dans une très grande équipe avec beaucoup de bons joueurs venus de partout. Il y a Ensemble pour le changement dont vous faites partie, il y a le MLC, il y a les anciens FCC qui pour eux aujourd'hui... Kabila, c'est le diable, on était avec lui, on n'a rien fait, on est maintenant à l'Union sacrée, on va bien faire. Il y a Cash également. Ce mélange-là, avec autant de culture, de vision politique, est-ce qu'il n'y a pas à craindre que ce que vous partagez notamment comme je vais crever l'abcès si vous me le permettez. Kabila, c'est le diable. Moi, je crois que c'est le temps des reniements. Et ce n'est pas honnête. Moi, j'étais dans l'AMP, j'ai travaillé avec Joseph Kabila, on ne peut pas dire que il n'y a eu que du mauvais côté ou de mauvaises initiatives. Rappelons-nous qu'en 2001, Joseph Kabila a trouvé un pays divisé. La partition du pays était déjà là. Hein, mais il s'est fait violence. Nous sommes allés au dialogue intercongolais. Là, j'étais encore de la société civile. J'étais délégué du dialogue de la société civile au dialogue intercongolais. J'étais député de la transition. Il a accepté de se faire violence dans un système atypique de 1+4. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Cela veut dire qu'il n'a pas démérité. Ça serait malhonnête de le faire. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Ce mélange-là, entre des anciens FCC... est-ce qu'il n'y a pas à craindre que les choses ne marchent pas au sein de l'Union sacrée? Merci de pouvoir me retracer, recentrer à ce niveau-là. C'est la question la plus importante que vous avez soulevée dans cette problématique de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée doit devenir un fourre-tout, une blanchisserie? Ceux qui ont amené à ce que Félix Tshisekedi constate l'échec notoire de sa coalition avec le FCC, est-ce qu'ils peuvent venir
pour nous dire que, bon, maintenant, on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Bon, on est absous de tout le péché d'Israël. Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi. Nous ne pensons pas non plus que ça soit correct de consommer ce reniement pour venir dans l'union sacrée comme un fourre-tout. Nous ne pensons pas. Parce que nous donner l'image de FCC Cash suite élargie avec MLC et Ensemble qui se grefferaient, nous disons non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas la vision que nous partageons avec Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous avons, émis beaucoup de réserves quant à ceux. Beaucoup de réserves. Et c'est là que nous trouvons vraiment cynique que les gens donnent l'impression que bon, le mal du Congo, c'est Joseph Kabila, pendant qu'ils ont été avec Joseph Kabila. Certains ont même initié des concepts d'Otondi Onanouté, voilà. Kabila Désir. Il faut que cela cesse. Ce culte de la personnalité puisse cesser au Congo dans nos mœurs politiques. Voilà pourquoi moi je ne peux pas appeler Moïse Katumbi mon autorité morale. C'est mon leader, j'accepte, hein, mais bon, il n'est pas mon autorité morale. Il n'est pas mon autorité morale. C'est mon leader, je lui dois loyauté, respect, considération, dans le respect mutuel aussi. Donc, même, c'est un signal, un message qui est lancé aussi envers Félix Tshisekedi. Les mêmes turiféraires vont encore aujourd'hui lui murater n'importe quoi, qu'ils se disent que ce qui arrive à Joseph Kabila aussi, aujourd'hui, peut lui arriver demain. Voilà pourquoi il faut une loyauté vis-à-vis de la République. Et quand on s'investit dans la loyauté vis-à-vis de la République, tout le monde gardera sa place et le bien commun, la res publica, la chose de tous, pourra prospérer, et ça dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est pour cela que nous, avec Moïse Katumbi, nous nous engageons dans la pratique de la politique en essayant de sublimer les valeurs républicaines. Qu'est-ce qui peut nous permettre, qu'est-ce que nous pouvons nous permettre de faire pour que ça soit dans l'intérêt du Congolais? Et puisque nous sommes aussi Congolais, bien entendu, nous ne faisons pas la politique de l'autruche. Et nos familles et nous-mêmes, nous pourrons nous retrouver. Mais placer nos individualités et nos familles au-dessus, ça devient comme du népotisme. Alors, et ça n'arrange pas la vie. Une dernière question pour vous. L'élection au bureau définitif, au nouveau bureau définitif à l'Assemblée nationale, c'est pour le 3 février. Sauf si le bureau Mbosso va repousser, parce que bon, si une certaine opinion pense que le bureau Mbosso voudrait bien se maintenir et continuer à gérer en entendant de nouvelles élections. Alors, est-ce que Chérubin Okende part pour un poste au bureau définitif, ou ça ne vous intéresse pas? C'était ma dernière question. C'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je suis dans une famille politique. Nous avons, l'esprit d'équipe et la discipline du groupe. Et d'ailleurs, là, je dois faire chapeau bas à Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, qui, moi personnellement, il avait beaucoup prodigué ces conseils-là. C'est comme un testament, parce qu'avant son hospitalisation, une semaine avant, j'étais avec lui, on a beaucoup échangé, il m'a prodigué beaucoup de conseils dans le sens de l'abord de votre question. Je crois que, en tout cas, à ce stade, si j'avais une ambition, je l'aurais exprimée au sein des Ensembles. Je n'ai pas cette ambition, surtout que c'est de hautes négociations politiques. Nous voyons aussi avec des partenaires pour respecter certains critères et certains équilibres. Donc, Chérubin Okende n'est pas partant, mais nous encourageons les nôtres de ne pas faire aussi le vagabondage politique. Aller en ordre dispersé, ça ne conforte pas la cohésion d'une équipe. Alors, je voulais, si vous me permettez, parce que vous avez évoqué un aspect sur la configuration de l'Union sacrée, je ne voudrais pas donner ici l'impression de stigmatiser tous les compatriotes qui viennent du FCC. Non, il y a eu de courageux. Il y a ceux qui ont pris le pari de changer les choses parce qu'ils ont vu que le pays allait mal. Ceux qui ont signé avec nous les pétitions contre le bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est des courageux, ils ont subi des menaces. Donc, cela mérite considération et respect. Ceux qui ont signé avec nous la motion de censure, cela veut dire qu'ils sont dans les schémas que les choses puissent changer. Mais comment voudriez-vous mélanger cela avec ceux qui viennent juste pour... Non.
qui n'ont même pas signé de pétition, qui ne se sont pas engagés, qui n'ont rien bravé, bon, pour venir, bon, faisons du remplissage dans une blanchisserie qui s'appellerait Union Sacrée, du fait que, bon, Félix Tshisekedi a démontré de sa mansuétude, hein, de son ouverture, il veut prendre tout le monde. Non, là, nous devons faire extrêmement attention. Je préfère bien conclure en disant que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si on amène les mêmes qui ont conduit à l'échec de la coalition FCC cash, blanc-bonnet étant bonnet blanc, nous allons déchanter et on risque de dire que, bon, encore une fois, nous avons raté le rendez-vous du sursaut républicain de notre pays. Merci à vous, Chérubin Okende, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national élu à Kinshasa, circonscription électorale de la Lukunga. Vous êtes membre de Ensemble pour le changement, qui est un parti politique en République démocratique du Congo, de l'opposition. Aujourd'hui, vous adhérez ou vous avez adhéré à l'Union Sacrée. On en saura un peu plus avec le temps si vous allez y rester longtemps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. On espère que vous avez été édifiés et que les questions que nous avions eu à poser ici ont répondu également à vos préoccupations. D'ici là, portez-vous bien.